Moi, les jeux, ça me fait lever chaque matin et ça me relève quand je suis en train d'échouer parce que je suis déterminée et que, en fait, rien ne pourra m'arrêter in fine sur mon aventure, même s'il y a des périodes où j'ai envie d'arrêter et que j'ai des périodes de doute. C'est passager et c'est éphémère. Donc, c'est OK d'avoir envie d'arrêter et d'être découragé par moments, mais c'est cette détermination qui va nous relever à un moment donné. Hello, l'équipe, comment ça va? C'est JN. Donc on est ici ce soir avec Jade Maréchal pour notre concept interview podcast Road to the Dream spécial Paris 2024. D'ailleurs, on le voit, Jade, elle est en Team France Olympique. Jade, peux-tu te présenter avec moi au passage? Moi, c'est JN Crétinois, comme vous le savez. Et donc, du coup, on a Jade Maréchal. Jade, peux-tu te présenter, qui tu es, ce que tu fais exactement. Et après, on va enchaîner sur des questions un peu plus spécifiques. Yes, avec plaisir. Alors, bonsoir. Alors, moi, je suis Jade Maréchal, escrimeuse et plus particulièrement fleurettiste, puisqu'il y a 3 armes à l'escrime. Je m'entraîne ici à l'INSEP quotidiennement en vue d'une qualification olympique. Et parallèlement à cela, j'ai créé une entreprise avec une coéquipière de l'équipe de France qui s'appelle Edge Unlimited et on fait de la formation parce qu'on est convaincu qu'un collaborateur en entreprise, c'est comme un sportif de haut niveau. Waouh, incroyable! Elle a mis des petits plats dans les grands dès la première phrase. Ah, incroyable. Ok, donc je pense qu'on aura de quoi échanger, de quoi discuter. Parce que là, tu as avancé 2 sujets assez intéressants qui m'intéressent moi en tout cas. Donc du coup, qui va intéresser probablement aussi ceux qui nous regardent. Donc du coup, on va commencer déjà par le côté sport olympique. Donc du coup, tu es fleurettiste, ok? Qu'est-ce que ça signifie exactement fleurettiste? Parce qu'on pensait qu'il y a l'épée, le fleuret et aussi le sabre, c'est bien ça? Exactement. Donc la différence principale, c'est la zone de touche. Donc nous, au fleuret, on touche le buste, donc le ventre et le dos. C'est l'arme la plus légère. C'est l'arme à l'époque qu'on avait créée pour s'entraîner. On ne voulait pas trop se fatiguer et on voulait apprendre à être précis. Ensuite, on a l'épée qui est l'arme de duel par excellence, où on peut toucher partout de la tête aux pieds. Et enfin, le sabre, qui est une arme de cavalerie. Donc en fait, pourquoi on a gardé cette tradition de toucher que le buste, les bras et la tête? Eh bien parce qu'à l'époque, quand on faisait un duel à cheval, le but n'était pas de sabrer son cheval. Donc on a gardé cette tradition de toucher que le haut du corps. Waouh, incroyable. Donc en fait, il y a aussi une dimension historique dans les choix d'armes et tout en escrime. Waouh, incroyable. Et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, Jade, tu es une fleurettiste? Alors on commence à 98%, je dirais, tous au fleuret pour apprendre cette fameuse précision. Et ensuite, on va se spécialiser en fonction du club où on a commencé. Ben voilà, les maîtres d'armes, ils ont une préférence pour telle ou telle arme. Donc moi, j'ai commencé à Bordeaux, je suis bordelaise. Et mon club faisait de la compétition au fleuret. Donc moi, il fallait absolument que je fasse de la compète. Donc j'ai jamais quitté cette arme. Ok. Et donc, c'est devenu pour toi une forme de seconde nature. Souvent, on dit que son arme est l'extension de son bras, n'est-ce pas? Exactement, c'est tout à fait ça. La preuve, là, on le tient vraiment avec la poignée. Et moi, très souvent, d'ailleurs, avant mon match, je vais venir imaginer une flèche rouge qui part du coude et qui va jusqu'à la pointe de mon fleuret pour ne faire Wow. qu'un avec mon arme. Ouais. Ok, incroyable. Du coup, tu as parlé de qualification olympique. Donc, du coup, là, tu es en équipe de France d'escrime. Voilà. C'est ça. Depuis quand, en fait, tu es en équipe de France? C'est venu à partir de quel âge? Et comment ça s'est fait? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu rejoindre l'équipe de France? Alors, j'ai commencé l'escrime à 9 ans et après, j'ai grappillé les niveaux, d'abord en département, puis aux régions, puis au niveau national. J'ai intégré l'équipe de France en junior lors de la saison 2018-2019. Et après, je suis restée dans les équipes de France jeunes jusqu'aux années U23, donc l'année dernière. Et là, je suis entrée chez les seniors. Donc là, c'est un step supérieur avec plutôt là pour une fois, je suis la plus jeune l'une des plus jeunes dans la catégorie senior. Donc là, c'est de nouveau un nouveau challenge pour se requalifier dans l'équipe titulaire senior. Ok, waouh!
nous, ici, là, on aime le challenge. On apprécie beaucoup le challenge, dans le sens où plus ça a l'air insurmontable, plus on a envie d'aller chercher justement les éléments qui vont faire que qu'on va y arriver. Et du coup, Jade, qu'est-ce qui ferait que tu puisses te qualifier aux Jeux Olympiques de Paris 2024 dans quelques mois? Si c'est pas encore le cas, déjà. Non, alors nous, on est en phase des sélections et ce qui me manque aujourd'hui, je pense, c'est de l'expérience. L'escrime, c'est un sport de maturité, c'est-à-dire que la carrière, elle s'arrête parfois à 40 ans, en tout cas entre 35 et 40 ans pour la plupart des athlètes. Ce qui fait que, voilà, là, je tire en Coupe du Monde contre des filles qui ont 30-35 ans. Donc, je sens cette différence d'une dizaine d'années clairement sur la piste en termes de gestion des émotions, mais aussi d'adaptabilité, de réactivité. Donc, ce qui me manque, c'est clairement de la compète. Et puis peut-être de temps en temps de la confiance en moi sur la piste, de me dire non, en fait, tu as ta place ici et tu peux tout à fait battre toutes les filles qui sont là aujourd'hui. Donc, y aller avec plus, avec moins de peur de perdre, souvent. Ok, oui, je vois, parce qu'en fait, il y a cette différence entre l'envie de gagner et la peur de perdre. Toi, en gros, Jade, comment tu appréhendes ça? Dans le sens où tu es certes parmi les plus jeunes, qu'est-ce que tu te dis en fait pour aller combattre contre des filles qui sont, on va dire, plus âgées que toi, qui ont, on va dire, de l'expérience, plus d'expérience que toi, je veux dire. Qu'est-ce qui fait que selon toi, tu vas les gagner, tu vas justement graver les échelons afin d'arriver à ton objectif le plus tôt possible, voire même dans quelques mois? Alors, moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est de penser à mes qualités différenciantes. Donc, je sais que je suis une bonne contre-attaquante. Donc, je sais causer des pièges et les sanctionner sur des erreurs de distance qu'elles peuvent faire. Mais de manière plus générale, je suis quelqu'un de très travailleur. C'est-à-dire que moi, j'ai pas un talent inné dans l'escrime. Par contre, j'ai toujours beaucoup travaillé pour atteindre mes objectifs. Je suis très assidue à l'entraînement. Je suis quelqu'un de très focus sur les heures d'entraînement qu'on peut faire ici à l'INSEP ou avant en club. Et du coup, parfois, de me rappeler que t'inquiète, en fait, tu as fait tout ce qu'il fallait, tu t'entraînes, tu es capable physiquement, tu es capable psychiquement et psychologiquement. Donc, t'inquiète pas, aujourd'hui, tu as les armes pour battre ces filles qui ont fait plus de compètes que toi parce que tu t'es peut-être entraîné un peu plus. Que, en gros, c'est vraiment pour toi le travail, ton assiduité, ton focus dans le travail qui fait que tu crées en fait une confiance, des repères forts et une confiance qui te fait te dire, ah ben tiens, ok, ça c'est ok, ça c'est ok, ça c'est ok. Donc du coup, il n'y a rien qui peut justifier que je ne gagne pas en fait. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. Quand ça marche, c'est exactement ça. Ok, 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 impeccable. Nice, impeccable. Wow. Et oui, tu as parlé mais justement d'entraînement à l'INSEP et aussi en club. Déjà, tu es à l'INSEP depuis combien de temps, Jade? C'est ma 4e année ici à l'INSEP. J'ai intégré en 2019 et ça a été aussi l'année de changement de club. Donc, je suis passée du club de Bordeaux où j'ai appris l'escrime au club de Bourg-la-Reine, BLR 92, qui m'accompagne aujourd'hui dans ma carrière. Et qu'on salue chaleureusement les deux clubs d'ailleurs. Ok. Et le club de Bourg-la-Reine, BLR 92, c'est ça? C'est ça. Premier coup, incroyable. Du coup, c'est un club qui a quelle différence par rapport au club de Bordeaux où tu étais avant? Alors déjà, c'est un club qui est plus doté, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'athlètes performants. Moi, à Bordeaux, j'étais la plus forte. Là, je passe dans un club où je suis entourée d'autres tireuses, notamment de l'INSEP, qui sont aussi dans ce club-là. On est quatre, enfin 3 filles de l'INSEP. Et en fait, On peut les déjà, citer ou pas? On peut les citer? comment? On peut les citer, les filles de l'INSEP qui sont aussi dans ce club? Yes, alors il y a Isaura Tibus et Alice Recher. D'accord. Et ces deux filles-là, du coup, on s'entraîne ensemble quotidiennement. Et ce qui fait que quand on est amené à faire des équipes de club au championnat de France, on se connaît, on est une équipe qui est performante. Donc déjà, ça me stimulait d'aller m'entourer vers d'autres profils à haut niveau, en fait. Et puis aussi, il y a eu l'aspect géographique. J'allais sur Paris pour l'INSEP, donc j'avais besoin d'un club où je pouvais aller m'entraîner de temps en temps sur Paris. Et dernier point, et non des moindres, l'aspect financier. Parce que c'est un club parisien. À Bordeaux, je payais tout. L'escrime, c'est un sport qui est onéreux malgré tout.
C'est un sport amateur, on n'est pas payé par la fédération, donc il me fallait quelqu'un qui puisse m'aider à minima à faire opération zéro, quoi. Bien sûr. Enfin, en gros, quand on parle d'opération zéro, c'est faire en sorte que tes dépenses soient couvertes en totalité, même si tu ne gagnes pas d'argent au final sur la saison par rapport à ces dépenses-là. C'est ça, hein? Voilà, c'est ça, c'est de pouvoir financer mes dépenses, mes déplacements, mon matériel, l'alimentaire, le coaching. Et même, voilà, ce club parvient à donner un petit salaire à ces quelques bonnes tireuses. Donc, nous trois, par exemple, on bénéficie d'un petit salaire sur la saison. Donc, c'est non négligeable. Ok, nice, intéressant. Donc il y a l'aspect financier que tu as cité, qui est effectivement très important. C'est un aspect qu'on rencontre dans beaucoup de sports amateurs, même de sports olympiques, j'ai envie de dire, qui sont souvent des sports amateurs, parce il y a très peu de sports olympiques qui sont professionnels. Il y a peut-être le football, le basket, le hand, le volley. Après, il y a beaucoup de sports olympiques qui sont des sports amateurs. Comment on fait pour vivre de l'escrime concrètement, Jade? Alors, je dirais qu'on ne vit pas directement de l'escrime, mais on peut vivre des retombées médiatiques que nous permet d'avoir le sport de haut niveau. Donc, pour ma part, rapidement, j'ai compris qu'on pouvait chercher des partenaires. À un moment donné, il faut être acteur. Donc, Sûr. j'ai appris à démarcher, à aller rencontrer les petits commerçants de mon village. Et puis, assez naturellement, je me suis dit, attends, ils te donnent de l'argent, c'est super gentil, mais je ne me voyais pas juste mettre un logo sur mon bras et puis basta, quoi. Donc, j'ai décidé de venir parler en entreprise de mon quotidien d'athlète. Et j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir. Donc, j'ai créé une activité à part entière de conférencière. Donc, ça, j'avais 16 ans. Et Wow. quand j'ai commencé à intervenir dans les entreprises, et j'avais peut-être 18-19 ans quand j'ai créé cette entreprise pour en parler. Et ça, j'adore. Donc, ça me permet maintenant d'en développer vraiment une activité. Donc, je propose des conférences pour pouvoir financer mon double projet sportif et professionnel. Et puis aussi, parallèlement, donc ça fait 1 an qu'on a créé cette boîte de formation avec Eva Lacheret. Et ça, pour le coup, c'est un vrai projet qui va me suivre durant ma carrière future. Bien sûr, totalement. Comme je le dis assez souvent, des flammes pour Jade, s'il vous plaît. S'il vous plaît, des flammes pour Jade. Euh, parce que les gens vont se poser la question, combien ça vaut environ une fourchette, une conférence de Jade en entreprise? Alors, ça dépend de plein d'athlètes, une conférence de manière générale, parce que ça dépend très souvent du palmarès, mais aussi de la disponibilité. On prend par exemple un Quentin Fillon-Maillet qui est un sport d'hiver, il a une grosse saison où il est en montagne, où c'est compliqué pour lui de faire des conférences, j'imagine. Donc moi, j'ai décidé de faire un prix qui était unique et qui ne dépendait pas ni du nombre de spectateurs ou d'auditeurs qui sont en face de moi, ni de la géographie ou de la taille de l'entreprise. Donc moi, je suis à 1 200 € pour une prestation d'1 heure de conférence sur une à 3 thématiques. Et en plus, je reste sur un temps de questions-réponses par la suite. Ok, intéressant. Parce que, encore une fois, littéralement, il y a des solutions que tu mets en place qui peuvent servir à des gens qui vont te découvrir, par exemple, et qui vont peut-être justement implémenter ça, soit dans leur sport, soit par rapport à des idées qu'ils peuvent avoir. Donc, littéralement, c'est hyper intéressant de partager ce type d'informations. Complètement. Puis déjà, c'est pour moi, il n'y a pas de. Enfin, faut être. Dans le sport, c'est ça, tu connais, c'est la transparence. On est tous une famille. Donc, c'est l'idée aussi d'entraide. On a des valeurs qui sont inestimables et que beaucoup de personnes. En fait, quand on écoute le récit d'un athlète qui explique ses aventures, qui transmet des émotions, forcément, il y a des thématiques et des schémas qui passent plus facilement qu'un conférencier qui ne serait pas sportif. Voilà, quand on raconte comment on arrive à un objectif, je sais pas, de champion d'Europe, et qu'on raconte par quoi on est passé, qu'est-ce qu'on a dû mettre en place, forcément, ça parle aux gens, pas parce qu'ils savent ce qu'on vit, mais juste parce qu'on a collé des émotions à des concepts. Donc forcément, le collaborateur, il en ressort avec des astuces, des clés qui lui parlent. Waouh, magnifique. Concrètement, là, sur conférence, j'aurais applaudi directement. Incroyable. Et du coup, là, Jade Maréchal, tu as aujourd'hui 23 ans, on est d'accord? Ouais, c'est ça.
Ok. Quel a été ton meilleur souvenir en équipe de France? Sans hésiter, notre doublé de double championne d'Europe 2022 puis 2023 en équipe, donc moins de 23 ans. Parce que c'est pas forcément pour la médaille le jour J, mais c'est pour tout ce qu'elle résume en fait. C'est-à-dire que souvent un athlète quand il monte sur la première marche du podium, il est ému non pas parce qu'il a gagné les compètes ce jour-là, ou qu'il a couru rapidement ce jour-là, mais c'est surtout parce que il se souvient des quelques années, des saisons passées où c'était dur, où il a dû se lever tous les matins, que c'était pas facile tous les jours, et c'est pour ça en fait qu'il est ému. Et nous, on ressort d'une 4e place au championnat du monde 3 ans auparavant, avec une médaille en chocolat. Donc c'était une belle revanche et on était contents ce jour-là. Nice, ok. Enfin, quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe après? Tu fêtes, tu retournes au travail directement. C'est quoi, enfin, comment tu gères la victoire? Je pense qu'il faut surtout s'octroyer cette petite semaine de planage, si je puis dire, pour en fait profiter. C'est des moments qui sont uniques dans une vie. Encore aujourd'hui, quand je regarde cette médaille, si je ferme les yeux, je peux m'y replonger parce que j'ai pris le temps d'associer toutes les émotions que j'ai pu vivre à un objet qui est la médaille. Et c'est super important. Il ne faut pas juste au cœur des championnes d'Europe et le lendemain, on revient au travail pour aller chercher toujours plus. Cette course à la performance, elle peut être dangereuse parce qu'on peut être champion d'Europe la veille et le lendemain perdre au premier tour. Donc, il faut savoir réaliser ce qu'on a fait, être fier de ce qu'on a fait et puis s'en servir pour la suite. On parle souvent de se servir de ses échecs. Certes, c'est super important, mais se servir de ses victoires aussi, savoir ce qui a bien marché et trouver du bémol aussi, ça peut aider à se mobiliser pour la suite. Mais non, clairement, après les Europes, je me suis bien laissé une bonne semaine au-dessus des nuages. Très, 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 très important. Et tu as quelque chose qui est super intéressant. Il faut se servir de ses victoires, mais aussi de ses échecs. Est-ce qu'il y a un souvenir, un moment dans ta carrière, ta jeune carrière, parce qu'apparemment on peut durer très très longtemps en escrime, hein, peut-être encore 10 ans, ok, 2034, waouh, incroyable. Est-ce que il y a des moments qui ont été très durs pour toi et où ça a été vraiment assez difficile? Oui, alors j'en ai rapidement parlé, mais ces championnats du monde en 2019 où on passe une saison à être médaillé sur chaque épreuve de Coupe du Monde par équipe. Donc on est clairement les favorites à cette compétition-là. Et finalement, on perd en petite finale, donc pas de médaille. Et vraiment, je me souviens d'une difficulté et d'une tristesse, d'une déception où j'ai passé, 15 minutes dans les gradins à regarder dans le vide, à me dire mais je suis nulle, voilà, on se rabaisse, perte d'estime de soi, envie de tout arrêter. Clairement, j'ai envoyé tout balader ce jour-là, physiquement, hein, mon masque il a bien volé. Et je me suis, dit, mais ouais, c'est ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire en fait? J'ai une grosse désillusion. J'étais jeune aussi, donc je connaissais pas la prise de recul qu'il fallait avoir parfois sur ses performances ou ses contre-performances. Et puis finalement, ce qui m'a remobilisée à ce moment-là, c'est sincèrement le plaisir. C'est-à-dire que quand je suis revenue à la maison, encore une fois, j'ai pris le temps pour digérer. Voilà, c'est une épreuve, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, il faut prendre un temps pour digérer. Et quand je suis revenue, je me suis dit, attends, tu peux pas arrêter là. Quand le faire de l'escrime, c'était avant tout un jeu, un plaisir. Donc j'ai essayé de me rappeler du pourquoi je suis venue sur la piste un jour quand j'avais 9 ans. Et ça m'a reboosté à retirer, à retravailler pour pouvoir aller chercher mieux la prochaine fois. Waouh, magnifique. Je pense que ça, c'est un message qui peut inspirer beaucoup de gens. On est là pour ça, hein. On est là pour ça, littéralement. Concrètement, si ce discours peut toucher ne serait-ce qu'une seule personne, j'ai envie de dire que la mission de ce qu'on fait là actuellement sera déjà atteinte. Ne serait-ce qu'une seule personne. Bon. Après, si on a 2, 3, 4, 10, 15, 20, 50, 100, 1000, écoute, c'est encore mieux. Exactement. Yes, on va passer à des petites questions un peu de choix. Ton avis à toi, voilà. Selon toi,
Jade Maréchal, euh, quelles seraient les trois principales clés de réussite pour devenir grande championne, en tout cas en escrime? Alors, je sais plus exactement ce que j'avais marqué, mais je dis souvent, je pense souvent à la persévérance, parce que, c'est quand même l'âme d'un sportif, hein, tomber, se relever, se dépasser tous les jours. Voilà, tous les jours, on vit des échecs en fait. On essaye, pour l'escrime, on essaye une centaine de touches, on est loin de les réussir toutes. Donc, c'est sans arrêt se remettre en question. Donc, voilà, persévérer de jour en jour, même quand on a des petits ou des grosses déceptions. Ensuite, j'ajouterais la détermination, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si t'es pas focus sur ton objectif, si t'as pas cette motivation qui tous les matins te fait te lever, et que tu t'as pas en ligne de mire dans ta tête ton grand objectif, voilà, moi les jeux, ça me fait lever chaque matin et ça me relève quand je suis en train d'échouer, parce que je suis déterminée et que en fait rien ne pourra m'arrêter in fine sur mon aventure, même s'il y a des périodes où j'ai envie de t'arrêter et que j'ai des périodes de doute. C'est passager et c'est éphémère, donc c'est ok d'avoir envie d'arrêter et d'être découragé par moments, mais c'est cette détermination qui va nous relever à un moment donné. Et puis ce sont des qualités d'un escrimeur ou d'un sportif de haut niveau? Alors, déjà pour l'escrimeur, mais aussi pour le champion, la championne. Ok, je dirais quand même la passion. Voilà, la passion, détermination, persévérance. Yes. La passion, c'est ce qui va nous ramener toujours à notre petit enfant qui faisait du sport quand il était jeune. Je le dis encore et je dirai toujours, on parle de Jeux olympiques, ça reste des jeux. Et parfois, on oublie on oublie de tendre des pièges, on oublie d'avoir ce petit sourire de malice sous le masque qu'on avait quand on était enfant. D'ailleurs, tu connais Anaël qui est préventeur à la l'INSEP, qui était Oui. inscrite avant. Voilà. Mais écoute, comme tu le sais sûrement, je te l'avais dit, j'étais aussi moi aussi à l'INSEP. Voilà, je suis arrivé à l'INSEP quand j'avais 17 ans. J'ai eu aussi l'occasion d'échanger avec elle, avec Anaël. Voilà. Il y a quelque chose en fait qu'elle m'a dit une fois, qui me marque toujours aujourd'hui, c'est en compétition, il faut réussir à sortir de l'enjeu pour se mettre dans le jeu. Distinguer l'enjeu et le jeu, tu vois. Ouais, Les c'est pas deux mal. termes sont assez proches, mais en gros, quand tu mets de côté, quand tu fais abstraction de l'enjeu, que tu rentres dans le jeu, eh bien c'est là que tu arrives plus facilement à atteindre l'enjeu parce que justement, tu t'amuses. La passion, le plaisir, comme tu l'as dit, tu vois. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est exactement ça. Je vais retenir cette petite phrase. Nice, Rebecca. Tu lui diras de regarder justement ce podcast interview sur la chaîne YouTube. Au passage, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube JN Crétinoir. Là, c'est que le début. On a déjà interviewé des anciennes athlètes en équipe de France d'athlétisme qui ont aussi été journalistes à France Télévisions, à Canal et à l'équipe. Voilà, qui sont aujourd'hui toujours actives dans le sport et font partie de l'équipe olympique dans tout ce qui est partie bien-être. On a aussi eu d'autres athlètes qui ont été médaillés au championnat d'Europe Espoir et Junior, qui ont fait le FOJ, le Festival olympique de la jeunesse européenne. Ce soir, on a Jade Maréchal et juste après, on aura d'autres invités dans cette soirée incroyable. Donc du coup, abonnez-vous à la chaîne JL Crétinoir et on va s'amuser comme il faut. Votre chaîne inspiration, motivation, sport et bientôt aussi entrepreneuriat. Quelle est pour toi la plus grande inspiration pour faire ton activité aujourd'hui, pour faire ce que tu fais aujourd'hui, pour être escrimeuse fleurettiste? Moi, il y a quand même quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée. Je lis énormément d'autobiographies de sportifs de haut niveau. Et celle de Martin Fourcade m'a vraiment parlé quand j'étais plus jeune, parce que ça fait longtemps qu'il a écrit son premier bouquin. Il a dit un truc un jour, il a écrit que pour être sportif de haut niveau, à un moment donné, il fallait faire un peu abstraction des autres et qu'il fallait tracer sa route. Et lui, il avait une capacité à faire son trajet lui-même. Il avait des amis, mais il savait faire la part des choses. Il y a des moments où il aimait bien se retrouver avec lui-même. Et je suis un peu comme lui.
et peut-être que je lui ai pris ça un petit peu, de savoir tracer ma route. Oui, quand tu dois faire du sport de haut niveau, tu dois être un petit moment donné assez égocentré et savoir faire des choix pour juger ce qui est bon pour toi. Et je pense que dans même la vie normale, il faut pouvoir dire non ou en tout cas choisir ce qui est bon pour nous. Donc ouais, il m'a bien inspiré. Waouh, incroyable. Si tu devais faire un top 5 des meilleures escrimeuses ou escrimeurs en fait tout le temps, voilà, quels seraient-ils? Et écoute, actuellement, les deux cadors quand même au fleuret, je dirais que c'est Isaora Tibus et Enzo Lefort. C'est les deux profils qui me viennent tout de suite en tête par leur palmarès, mais aussi et surtout leur personnalité et leur caractère. Et ce sont deux personnes que j'admire énormément parce qu'ils ont un double, voire triple projet qui gèrent d'une main de maître. Donc D'accord, pour très bien. ça, top. Sinon, de tout temps, on va quand même parler de Laura Flessel, qui a l'épée et qui a bien mis en lumière notre sport de par son palmarès, puis sa carrière un peu politique de courte durée, mais elle a fait parler de notre sport. Le Vezzali qui est quand même voilà, multiple championne olympique italienne au fleuret. Et puis je pense la petite fratrie Guyard, Brice Guyard et Astrid Guyard, qui ont aussi bien écrit leur nom sur l'histoire de l'escrime par leur palmarès. Et puis maintenant, quand même, leur place au comité olympique qui nous permet de représenter l'escrime encore plus dignement dans les structures internationales de l'organisation des Jeux olympiques. Bah, tiens, je saisis un peu à l'occasion. Euh, Toi, Jade, tu te verrais où après ta carrière de sportive en équipe de France d'escrime? Tu te verrais dans les instances de la fédération? Tu te verrais, comment tu te verrais, toi, ta carrière? Écoute, peut-être. Je suis quelqu'un qui aime bien avoir plein de projets à la fois. Donc, ce qui est sûr, c'est que j'aurai pas qu'une seule casquette. J'espère continuer à faire des conférences. J'espère continuer ce projet de formation. Et j'aurai besoin d'avoir ce côté performance d'une manière ou d'une autre. Donc, pourquoi pas non plus être actrice du sport de haut niveau avec mon fleuret, mais peut-être dans l'accompagnement ou dans la gestion fédérale. Oui, ça pourrait m'intéresser un jour. Très, très beau projet. Très, très beau projet. Pour toi, quelle serait la carrière parfaite? La carrière parfaite, champion olympique, champion du monde, ce serait top. Ok. Une fois, deux fois? Je pense que personnellement, une fois, c'est quand même un gros travail. Tu le sais, c'est beaucoup, ça demande tellement au niveau d'énergie physique et mentale que moi, franchement, une fois, puis une médaille d'or au championnat du monde, ça me conviendrait. C'est jamais suffisant, mais ça me conviendrait pour pouvoir passer à d'autres moments importants de ma vie. Nice. Ok, ok, ok. C'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Voilà. C'est ça. Euh, Si tu devais avoir un seul objet à utiliser au quotidien, ce serait lequel? Écoute, si je suis honnête, je ne peux rien faire sans mon téléphone. Vraiment, je pense qu'on peut parler d'une addiction, hein, ça c'est sûr, mais aussi parce que c'est mon outil de travail. Je filme mes matchs même avec, donc c'est même un D'accord. outil que j'utilise dans le sport. Enfin bref, ouais, aujourd'hui tu m'enlèves mon téléphone, je te le reprends immédiatement. Ok. Et du coup, sur ton téléphone, quelle est ou quelles sont tes applications favorites que tu utilises? Instagram pour la partie perso, mais également pro. Aujourd'hui, un athlète sans réseaux sociaux, c'est possible, mais financièrement, il aura du mal à trouver des partenaires. Donc, Bien sûr. Instagram m'aide beaucoup pour ça. Et puis, voilà, des applications de contact, WhatsApp ou messages, parce que je garde mes proches loin des yeux, mais près du cœur avec les messages. D'ailleurs, pour l'anecdote, rapidement, si je peux me permettre, il y a mon équipe, entre autres Emeline, qui t'a contacté, il me semble, de base par email, Oui, c'est ça. Et il me semble que dans la demi-heure où tu as reçu l'email, moi, j'ai reçu un appel directement de notre chère Jade Maréchal. Incroyable, je me suis dit, c'est incroyable. Elle est trop voilà, je vous réactive. parle d'addiction. Ok, ok. Au moins, on sait que Jade
Elle suit ses mails, elle répond à ses mails, elle donne suite rapidement, elle est très réactive. Donc, si vous la contactez, vous pouvez. Voilà. Ok. S'il y a des partenaires, des sponsors qui veulent contacter Jade, ok, c'est open, c'est open. Si on devait choisir un chiffre entre 1 et 5, tu choisirais lequel? Le 2, je suis née le 2 octobre. Ah, tiens, ok. C'est marrant, parce que souvent, j'ai l'impression que les chiffres choisis correspondent souvent à des dates. Ouais, c'est vrai. Ok. Du coup, chiffre 2. Si tu veux partir quelque part sur Terre pendant 2 semaines avec 2 personnes, tu partirais où et avec qui? Eh bien, là, le pays en ce moment qui me fait un peu rêver, c'est la Laponie, un bon pays bien froid avec un spectacle d'aurore boréale. J'adore la neige, je suis une fille d'hiver. Donc, c'est un pays qui m'attire. Et je partirai avec mon chéri, Thomas, et ma filleule qui s'appelle Anaïs, qui a 12 ans. Et voilà, ce serait un voyage qui me plairait bien. Ok, salut Thomas, salut Anaïs. Et pour conclure, Jade, s'il y avait un message que tu devais partager à une jeune fille, une jeune femme qui cherche sa voie, qui cherche l'excellence, qui cherche la performance, qui veut se réaliser, ou bien toute autre personne qui veut devenir champion, championne, quel serait le message que tu aurais à lui partager? Je lui dirais honnêtement, alors on connaît ce proverbe vise toujours la lune car tu atterriras parmi les étoiles. Moi j'y crois et je dirais même plus que ça, je dis que voilà, il faut pas avoir peur d'avoir un grand objectif, un rêve, une lubie, un petit objectif qui nous fait plaisir. Ça peut être apprendre une nouvelle compétence, la cuisine, le tricot, mais à la fois un grand objectif, je sais pas, comment avoir une idée de métier ou faire un sport. Parce que quoi qu'il arrive, en fait, on va apprendre plein de choses sur le passage. Si on fait le parallèle avec une aventure olympique, une course olympique, enfin, je veux dire, au final, dans l'histoire, si on est au jeu, c'est génial, mais si on n'est pas au jeu, c'est tellement pas grave. On a appris tellement de choses sur la route, de dépassement de soi, de valeurs, mais aussi on a connu du monde, on s'est fait un réseau, on s'est révélé dans d'autres compétences, on s'est senti capable parfois, on s'est senti résilient, persévérant. Donc dans tous les cas, on est toujours gagnant à viser un objectif haut. Waouh, magnifique. Ben, je pense que c'est un très très beau message de fin. Magnifique. Merci Jeanne Maréchal pour ta présence, pour ta vision, tes idées incroyables. Aussi tes prises d'initiative, puisque tu es quelqu'un qui est assez entreprenant. D'ailleurs, tu es entrepreneur. Ok. Donc magnifique. On peut te retrouver sur quel réseau? Comment on te cherche? Comment on te trouve surtout? Ah ben, Instagram, du coup, Jade Maréchal, ou LinkedIn, voilà, ce sont mes 2 canaux où je suis assez active. Je pense qu'on pourra justement écrire ça juste en dessous. Abonnez-vous encore une fois à la chaîne JN Critique Noire pour les prochains épisodes. Vous allez sûrement voir par ici la vidéo que YouTube aura choisie pour vous. Et de l'autre côté, une vidéo qu'on aura justement mise à la suite de celle-ci avec Jade Maréchal. Merci beaucoup, Jade Maréchal. Je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à très vite. C'était JN pour le podcast Road to the Dream spécial Paris 2024. Et je vous dis à très vite. Peace. À bientôt.